Bonjour Daniel Bonjour. Masson. Vous êtes agrégé de lettres classiques, vous fûtes l'élève de Jacqueline de Romilly et aussi de Jean Kelevitch. Vous avez notamment travaillé sur l'œuvre... Et de Pierre Grimal, qui était mon professeur de latin, un vrai vieux romain. Et vous avez travaillé sur l'œuvre de Maurice Clavel, celle aussi du philosophe Gustave Thibon, et vous publiez Éric Zemmour, itinéraire d'un insoumis chez Pierre-Guillaume Deroux. Le terme insoumis a été un peu préempté par Jean-Luc Mélenchon, mais au-delà de cette remarque, peut-on parler d'Éric Zemmour comme un insoumis? Il n'y a pas d'insoumission particulière à travailler sur M6 et sur sa filiale Paris Première, à travailler à RTL, à travailler au Figaro comme il le fait depuis 20 ans. On ne peut pas parler vraiment d'insoumission. Pour le fond, si, je crois qu'il est dans les médias mainstream, mais finalement, il dit à peu près la même chose que vous dans les médias alternatifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'incident concernant Roland Wauquiez. On avait compris que quand on parlait en on, on maquillait la vérité, quand on parlait en off, on disait la vérité. Eh bien, pour Éric Zemmour, il n'y a pas de différence entre le on et le off. Je crois que authentiquement, il ne la trouve pas toujours, mais il cherche vraiment la vérité, et une vérité qui est finalement criminalisée. Alors, s'il est dans ces médias mainstream, c'est évidemment à cause de l'audimat. Il a quand même été viré de iTélé pour des propos qu'il n'avait pas tenus. Il est sur une corde raide. Sur RTL, il s'exprimait tous les jours. Maintenant, c'est 2 fois par semaine. Enfin, il se rend compte qu'il est en danger. Mais je crois que il parle comme dans les médias alternatifs, mais avec cette espèce de petit miracle qu'il parle dans les médias centraux. Alors je crois que il y a quand même c'est une énigme cela, mais je crois que la clé, d'ailleurs il vous l'avait dite à vous-même, c'est que il n'est pas maître penseur, et on lui a reproché d'ailleurs, parce qu'on lui a dit, mais l'écrivain doit penser au rebours de ceux auxquels il s'adresse et les inciter à penser autrement qu'ils ne pensent. Alors que lui essaie au contraire d'expliciter la pensée populaire. Il pense qu'il y a une pensée populaire qui est déjà forgée, et il l'explicite comme il peut. Il dit lui-même qu'il est la voix des sans-voix. Alors c'est une expression qu'on avait appliquée à Solzhenitsyn. Il est évident que Zemmour n'a pas la stature ni physique ni intellectuelle de Solzhenitsyn, mais c'est un petit peu ça, il est la voix des sans-voix, et je crois que ça explique l'énigme, c'est tout de même une énigme que la greffe est prise entre... Pas tout le public, évidemment, parce qu'il est détesté aussi, par ailleurs, par certains. Mais une greffe a pris entre le public et lui. Il faut se rappeler que son bouquin culte s'est vendu à 500 000 exemplaires, et qu'un quinquennat pour rien, qui est pourtant pas tellement, enfin beaucoup moins intéressant, puisque finalement, c'est le recueil de ses chroniques, s'est vendu tout de même à 150 000 exemplaires. C'est considérable. Donc là, il y a un attrait Zemmour, et je crois que c'est parce qu'il est la voix des sans-voix. Voilà. En 2002, Éric Zemmour est inconnu du grand public. Comment est-il passé de l'ombre à la lumière? Peut-on résumer son succès au seul fait qu'il est, comme vous le dites d'ailleurs dans l'ouvrage, bon à la télé, très bon? Est-ce que c'est suffisant pour expliquer ce passage de l'ombre à la lumière? C'est déjà quand même une raison. Mais je crois aussi qu'il y a eu au début un malentendu, parce qu'il a été invité par Thierry Ardisson pour le premier sexe, et à l'évidence Ardisson l'invitait à sa manière pour avoir un succès de scandale qu'il a eu d'ailleurs, et grâce à ce succès de scandale Laurent Ruquier a été attiré par Zemmour, l'a invité à venir dans son émission N'est pas couché, et a mis finalement 10 ans à comprendre que Zemmour était un ennemi des médias mainstream, mais qu'en même temps, il était dedans. Il disait lui-même: je suis tombé au cœur du réacteur et je l'ai utilisé à contre-emploi. C'est quand même un exploit, mais je pense qu'il y a un malentendu au début. Et qu'après, effectivement, il s'est montré bon à la télévision, parce que, je ne sais pas comment vous dire, mais il arrive un peu comme le Titi parisien, pas bien quoi. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance, mais quand même, on peut s'identifier à lui, si vous voulez. Vous voyez voilà, et donc il y a eu un malentendu, puis alors ensuite il y a eu un audimat, les gens se sont sentis, finalement, se sont appropriés sa façon de parler.
bien qu'il soit maintenant quelquefois un peu plus prudent, il me semble, parce que je pense, on parlait du premier sexe, je crois que dans les campagnes MeToo et Balance ton porc, il est plus prudent, il parle moins que d'autres. Et je crois qu'il a raison, c'est peut-être pas la peine d'accumuler les procès, il en a assez comme ça. Alors pour étudier Éric Zemmour, il faut remonter à une date assez précise et assez simple, c'est le 31 août 1958. C'est sa naissance, oui. C'est la date de sa naissance. Il va donc, sur ses 60 ans, je ne sais pas s'il sera heureux qu'on le rappelle. Au moins tout, il les aura, en tout cas. Il nous le dira. Oui. Alors vous avez cette phrase, Zemmour ne renie pas ses origines, mais pour lui, culturellement, ses ancêtres sont des Gaulois. Ça nécessite une explication, cette phrase. Lui-même est juif séfarade, hein, il ne renie pas quand même le fait qu'il soit juif. Il dit même à, je ne sais plus quel interlocuteur, il dit, je crois que c'est à Cambadélis, il lui disait, il m'est plus facile de parler comme je fais, parce que je m'appelle Zemmour et que je ne m'appelle pas Martin. Donc là, il voit tout de même bien qu'il y a une habileté à s'appeler Zemmour, alors que voilà. Mais en même temps, je dis trop souvent en même temps, moi aussi, mais en même temps, il s'est approprié, oui. Il s'est approprié l'histoire de France, il en a une véritable passion, vous disiez peut-être déraisonnable. Il pleure sur cette France qu'il aurait voulu différente, parce qu'en fait, il aurait voulu qu'au lieu de l'Allemagne, eh bien, que ce soit la France qui soit à la tête ou la maîtresse de l'Europe. Et dans son livre « Mélancolie française », même s'il s'inspire de Bainville, qu'il estime être son maître, il refait l'histoire. Enfin, c'est une histoire quand même en grande partie rêvée, l'histoire telle qu'il la veut, alors que Bainville peint l'histoire de France telle qu'elle est. Vous voyez ? Voilà. Mais c'est vrai qu'il se dit français, il est de culture, il assume tout de la France, il estime que la France est de religion chrétienne, donc il ne peut pas se dire de religion chrétienne lui-même, mais il se dit de culture chrétienne, de tradition juive, mais de culture chrétienne. Et, parce que la Gaule est chrétienne. Il fait dans son livre Mélancolie française un très très beau portrait de Clovis, alors qu'il hésite un peu dans ce livre, moi je trouve, contrairement à Bainville, entre la nation et l'Empire. En fait, il rêve d'Empire. Puisque dans Mélancolie française, il voudrait finalement que... il appelle Clovis à un moment le nouveau Constantin, Charlemagne le nouveau Constantin. Il faudrait reconstituer l'Empire romain. D'ailleurs, le dernier chapitre s'appelle La chute de Rome, et les autres chapitres, c'est Carthage et Rome. Je ne me rappelle plus le nom du premier chapitre, mais enfin, tout tourne autour de Rome. Et s'il aime Napoléon, c'est justement parce qu'il lui semble que Napoléon voulait reconstituer la Gaule romaine. Mais là, curieusement, c'est qu'il admire Bainville, je le trouve très très différent de Bainville. Et personnellement, je préfère Bainville. Parce que mon livre n'est pas géographique, hein, je pense que vous l'avez vu. Il y a des aspects de la pensée de Zemmour que je ne comprends pas, ou avec lesquels je m'oppose, en particulier son gaullisme, qui est en partie imaginaire à mon avis. Et puis une pensée de gauche, pas quand il cite Marx. Il cite Marx très intelligemment, il est capable de citer Marx et de citer Maurras, un petit peu comme Saint Basile invitait les abeilles à faire leur miel sur les fleurs, même les fleurs vénéneuses. Alors il aime bien la variété et même l'opposition. Mais enfin, bon, son gaullisme est tout de même difficile, à mon avis, difficile à encaisser et pas très cohérent non plus. À vrai dire. D'ailleurs, il en parle peu. Le drame algérien, dont quand même sa famille a souffert, lui qui est si bavard en histoire, sur ce drame-là, il est plutôt silencieux. Est-ce qu'il pourrait être chrétien ? Sauf qu'il ne l'est pas, mais est-ce que vous pensez que dans sa tête, il l'est ? En tout cas... quand il compare les trois religions que les musulmans appellent les trois religions du livre, judaïsme, islam et christianisme, il admire le christianisme parce que, dit-il, c'est la seule des trois religions. Il y a un passage très intéressant, éventuellement je peux vous le lire, mais bon, c'est comme vous voulez. L'originalité du christianisme, pour lui, c'est la transgression qu'est l'incarnation. Voilà. Les autres, ce sont des religions très abstraites. Évidemment, la religion qu'il déteste,
Mais il a des raisons, c'est l'islam, et d'ailleurs je crois qu'il a raison de ne pas considérer l'islam essentiellement comme une religion, mais essentiellement comme une idéologie de conquête en fait. Voilà. Mais le christianisme, vous voulez que je vous lise le passage si je le trouve? Si vous le trouvez, vous avez 15 secondes, sinon après c'est moi qui vais être obligé de faire les citations. Vous m'arrêterez, mais c'est... Mais on parlera, et c'est assez intéressant ce que vous indiquez sur cette notion-là. Ah ben je trouve que son christianisme, ou alors je vais peut-être pas vous le lire, mais je vais vous donner d'autres raisons alors, pour lesquelles il est très proche du christianisme, ça sera plus intéressant. C'est que Zemmour est un grand apôtre de ce qu'on peut appeler la loi naturelle. Par exemple, il est totalement opposé, il n'est pas du genre à aller dans les manifestations, mais enfin il est très opposé, puis d'ailleurs il courait des risques, il a envie de les courir. Mais il est très opposé au mariage homosexuel. Il dit avec beaucoup d'humour aussi qu'il est opposé à l'avortement, parce qu'il fait remarquer que il y a à peu près un avortement pour 5 naissances. Il dit, mais un avortement pour 5 naissances, c'était le taux de mortalité infantile sous Louis XV. Donc finalement, en fait de progrès, c'est une régression énorme. Et tout ça, il le fait au nom de la loi naturelle. Alors je trouve ça très intéressant parce que c'est pas... Enfin, il se contredit un peu parce que à plusieurs reprises, il est très attaché à la laïcité et il dit que finalement, un petit peu comme Chirac le disait, que la loi, aucune loi religieuse ne doit être supérieure à la loi civile. Hein, pas de loi religieuse supérieure à la loi civile. Or, quand il parle de l'avortement et du mariage homosexuel, après tout, les deux, ce sont des lois. Donc, il devrait les accepter, finalement, si aucune loi religieuse n'est supérieure à la loi civile. Mais, en fait, il ne les accepte pas parce qu'il estime que la loi naturelle, c'est-à-dire, au fond, l'inscription de la loi divine dans le cœur de l'homme, moi, je suis catholique, je peux le dire assez facilement, eh bien, que c'est supérieur à la loi civile, comme le Décalogue le dit, mais aussi comme Antigone. Quand on lit Antigone de Sophocle, c'est exactement ça. Vous avez un pouvoir humain qui est finalement légitime, parce que Créon, après la mort de Laïos, c'est légitime. Mais quand Créon ordonne de ne pas enterrer le frère d'Antigone, là, il dépasse ses droits, il est sur le champ religieux, mais qui est aussi de la loi naturelle, parce que Antigone, par sa fonction de sœur, est tenue devant les dieux d'enterrer son frère. Et d'ailleurs, quand Créon lui dit « Mais alors tu as osé passer outre à ma loi », elle réagit, elle lui dit « Mais parce que ça n'est pas Zeus qui l'avait commandé ». Et Trémollet-Diller, je ne sais pas si vous envoyez le livre, mais il a écrit un petit bouquin sur Cicéron qui s'appelle « En terrasse avec Cicéron ». Et c'est pareil, Cicéron prône une loi naturelle qui est l'inscription au cœur de l'homme des dieux. Là, puisqu'il est polythéiste, sont les dieux. Mais enfin, c'est le dieu aussi, c'est pareil. Je poursuis. Un peu long. Oui, je poursuis. Vous dites Éric Zemmour gaulliste, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous dites aussi, ça permet de redécouvrir que dans sa jeunesse, Éric Zemmour, il est de gauche, il vote Mitterrand. Et puis il commence même d'ailleurs sa carrière professionnelle en faisant de la publicité. Oui, alors dans le domaine de la publicité. Oui. Pas en faisant. Alors ça, la pub, je crois que c'est un petit peu un hasard, parce qu'il disait lui-même qu'il était un très très mauvais... tout le monde disait qu'il était très mauvais. Mais c'est vrai qu'il a été de gauche. Alors il a même été de gauche... Il n'est pas toujours cohérent en politique. Il a voté Mitterrand en 81 et 88. Alors après, curieusement, lui-même dit qu'il a cessé d'être de gauche, je crois que c'était en 84, au moment de la création de SOS Racisme, parce que SOS Racisme avait cassé les codes de l'assimilation et lui est terriblement attaché à l'assimilation. C'est aussi pour cela qu'il dit qu'il est gaulois et français. Mais alors c'est curieux parce qu'il dit je cesse d'être de gauche en 84, mais il recommence, il récidive en 88. En 88, il vote Mitterrand et puis en 2002, il vote Chevènement. Donc tout ça est pas toujours très très cohérent parce qu'alors par ailleurs il est marqué par la pensée de Jean-Claude Michéa. Moi, je crois que c'est la clé de la pensée politique de Zemmour, c'est Michéa qui dit qu'il y a osmose entre le libéralisme de droite, ou soi-disant de droite, et le libertarisme de gauche, parce que tous les deux prêchent ce que Michéa appelle une... je ne me rappelle plus le premier mot, mais c'est pas une théologie ou une métaphysique de l'illimitation. Voilà. Donc là, c'est le rejet à la fois de la droite et de la gauche, mais maintenant,
c'est quand même un petit peu en contradiction. Une des dernières émissions de Zemmour et Nolo, avec Laurent Wauquiez, que demandait Zemmour, avec un certain culot d'ailleurs, à Wauquiez, il lui disait, mais finalement, vous dites la même chose que le FN, pourquoi pas d'alliance ? Et on sent très bien, lui le dit aussi, Zemmour, qu'il veut... Alors, c'est en contradiction avec le fait de dire que le clivage droite et gauche n'existe plus, parce que il voudrait une union des droites, avec la droite, celle qu'il appelle la droite herpérisée, c'est-à-dire celle qui... a bâti le programme sur l'immigration de 90, qui est le programme du FN, en disant que l'islam était incompatible avec la République. Donc cette droite-là, la droite nationale, et celle qu'on appelle la droite hors les murs. Donc là, il est lui-même se caractérise comme étant de droite. Mais il y a quand même des contradictions, parce qu'il continuera de vous dire qu'il est hors du clivage droite-gauche. Mais je crois qu'il y a quelquefois des manques de cohérence. Je crois qu'il quête la vérité, mais il ne la trouve pas toujours. Voilà. Vous parliez de son roman, de son ouvrage, pardon, Le Premier Sexe. C'est intéressant parce que c'est un ouvrage qui détermine son rapport aux femmes et ça va lui valoir de terribles accusations aujourd'hui. Misogynie, sexisme, machisme. Mais oui, moi je suis très, très partagée, parce que je suis une femme, sur ses positions sur les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, en matière historique, il fait un procès des femmes dans l'histoire, mais en ciblant ses victimes. C'est-à-dire qu'il choisit les reines qui étaient des princesses étrangères et qui, quelquefois, effectivement, ont eu tendance à trahir. Il pense à Marie-Antoinette. Il stigmatise aussi la Pompadour, la Maintenon, mais les grandes figures historiques, je pense à Jeanne d'Arc, même Blanche de Castille, enfin bon, on peut en trouver tout un tas, il ne les cite pas. Donc là, il y a quand même une sorte de préjugé qui est un peu gênant. Ce que j'aime pas non plus, c'est pas vraiment lié aux femmes, c'est plutôt les hommes, mais enfin c'est tout de même un peu la même chose, c'est qu'il a l'air persuadé, je ne sais pas si cela applique à son propre personnage, mais que l'amour et le désir chez l'homme sont complètement antinomiques. C'est un des thèmes de plusieurs de ses romans, aussi bien Ferdinand Lassalle que Petit Frère. Alors il dit aussi que l'homme peut avoir tout un tas de vies parallèles, mais pas la femme. Enfin, il y a une espèce d'antinomie dans les psychologies et dans les physiologies de l'homme et de la femme. Là, moi j'avoue que je suis pas d'accord, puis c'est vrai qu'il a une manière quelquefois de se comporter avec les femmes, pas avec la sienne d'ailleurs, avec laquelle il a beaucoup à la fois de pudeur, de gentillesse, de délicatesse, de tendresse. Oui, ils sont très proches tous les deux. Oui, ils sont très proches. Mais par ailleurs, il a quelquefois une attitude un peu curieuse. Il faut dire que les femmes aussi l'agressent, parce qu'il est considéré comme misogyne. En revanche, alors ce que j'aime beaucoup dans son attitude à l'égard des femmes, c'est quand il dit que finalement le féminisme est une machine à créer du même. C'est-à-dire que, ça porte tort d'ailleurs aussi bien aux femmes qu'aux hommes. On veut que les hommes ressemblent aux femmes. On demande presque comme une obligation le congé parental. Et du coup, Zemmour dit, elle bourlingue, il materne. Et alors l'homme devient trop doux. Et du coup, alors je ne sais plus quel Algérien, disait cela, mais la vraie masculinité, elle est recherchée finalement chez les Arabes et les musulmans, parce que au moins ils montrent, alors que non. Zemmour aime beaucoup répéter la phrase « l'homme est une femme comme une autre » ou « l'homme est une mère comme une autre ». Voilà. C'est par une sorte de mimétisme, et les femmes y perdent aussi beaucoup, parce qu'elles ne recherchent pas dans l'homme celui qui leur ressemble trop, au contraire. Oui, voilà. Il y a d'autres accusations qui vont pleuvoir sur la tête de Zemmour. Ça va lui valoir, vous l'avez dit, des poursuites judiciaires, voire même des persécutions judiciaires. Elles vont apparaître à travers des procès politiques. Et j'ai retenu en fait trois formes d'infamie qui lui sont réservées. Un, il est réactionnaire, sinon il est conservateur, sinon il est populiste, et j'allais même dire pourquoi pas les trois en même temps.
Oui, enfin, lui-même ne se dit pas conservateur, mais alors pour une raison qui vaut ce qu'elle vaut, peut-être pas grand-chose. Il dit finalement les conservateurs, c'est Cohn-Bendit et c'est Plenel, parce que reste-t-il à conserver des 40 années qui ont défait la France? Alors, Pierre Boutan dit un peu la même chose. Hein. Pierre Boutan dit finalement, il ne nous reste comme cathédrale que les banques, donc il n'y a rigoureusement rien à conserver. Il rappelle aussi Gustave Thibon. J'ai travaillé, là vous ne l'avez pas dit, mais pas grave, mais j'ai travaillé aussi sur l'œuvre de Gustave Thibon, que lui j'allais voir tous les mois, alors que cette biographie, c'est un livre écrit sur lui, mais finalement sans lui. Je l'ai très 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 peu rencontré. Mais Thibon disait, je ne suis pas conservateur, parce qu'on sait que le processus de stérilisation est un processus commun à tous les conservateurs, alors que Zemmour se dit effectivement réactionnaire parce que c'est une attitude de vie, de réaction. Alors populiste, il assume parfaitement, hein, avec Vincent Coussedière, parce que tout simplement, le populisme, il le définit comme Coussedière, c'est-à-dire la réaction d'un peuple qui ne veut pas mourir. Alors qu'il cite souvent, mais il n'est pas le seul à citer ça, la phrase de Bertolt Brecht qui dit, ma foi, si le peuple, il le dit ironiquement évidemment, si le peuple ne convient pas, il reste à le dissoudre. Et avoir un autre peuple. Finalement, les élites gouvernent, mais le peuple, on ne lui demande pas son avis. Puis finalement, lui-même, quand on lui demande son avis, il se retire sur l'Aventin, c'est-à-dire il ne vote pas. Il y a des abstentions en nombre incroyable. Voilà. Alors, Zemmour, historien, vous en parliez à l'instant en disant que un peu le maître de Zemmour, c'était Jacques Bainville, avec d'ailleurs des ambiguïtés, des différences. Beaucoup de différences. Oui. Ce dont personne ne doute, c'est qu'il est aussi un romancier, Zemmour. Et là, vous attardez longuement sur un ouvrage qu'on connaît moins, qui s'appelle Le Dandy rouge, et vous dites que le maître de Zemmour, c'est Balzac. C'est lui qui le dit. Alors, je crois que là, il est un peu orgueilleux ou ambitieux, parce que Balzac crée véritablement un monde, était le type même du romancier, alors que je ne crois pas que Zemmour soit véritablement un romancier, parce que il ne sait pas imaginer tellement. Vous voyez les romans qu'il a écrits, les trois, surtout Petit Frère et puis le Dandy rouge, il est parti de faits réels. Alors que Balzac imagine vraiment, enfin, à la fin de sa vie, il appelle à son chevet un médecin qu'il a créé de pied en cap, qui n'a jamais existé. Je crois que c'est Bianchon, enfin je ne m'en rappelle plus. C'est-à-dire que vraiment Balzac crée un monde, tandis que Zemmour s'inspire, oui, de faits réels. Il dit les petits faits vrais à la manière de Stendhal, comme Petit Frère. Hein, c'est l'histoire vraie d'un jeune juif qui était devenu célèbre et qui a été assassiné par son copain arabe. Hein. C'était vrai, ça. Chaque fois, il part de faits réels, mais moi, je crois pas que ce soit un très, très grand romancier, franchement. Et d'ailleurs, il a écrit 3 romans. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 personnages de ces romans sont juifs. Je crois que c'est pas le hasard. Mais il a quand même abandonné le roman. Il a d'abord écrit des essais politiques. Il a continué par des essais historiques. Là, il va faire paraître un livre. Je suis curieuse de le lire, sur l'histoire de France. Je ne sais pas si c'est une histoire passionnée de la France. Je vais le voir là tout à l'heure, je vais lui demander, mais enfin, il est d'une discrétion de violette, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup de renseignements sur lui. Vous en auriez peut-être davantage. Non, je ne crois pas qu'il soit fondamentalement historien, même si Balzac, oui, disons que Balzac est son grand... C'est celui qu'il admire. Quand il avait 12 ans, il dit qu'il a lu les Illusions perdues. Hein, mais enfin, c'était un dévoreur de livres. Quand il était petit, il disait, je lisais tout, les journaux, je découpais, je rangeais en fonction des thèmes. Il s'excluait même des autres, alors qu'il est très sociable. Alors son livre emblématique, c'est pas un roman, hein, c'est Le Suicide français, vous l'avez dit, vendu à plus de 500 000 exemplaires. Et là, vous avez cette phrase importante, ce titre même de chapitre important. On a souvent fait procès à Zemmour d'avancer vers ce déclinisme ambiant, qui est des fois aussi assez irritant, il faut bien le dire. Ah oui. Et là, vous dites suicide ou sursaut. Et vous insistez sur la notion de sursaut. Je pense que... alors, il y a des éléments qui modulent un peu
D'abord, je ne crois pas qu'il soit pessimiste. Je crois qu'il est ni pessimiste ni optimiste, mais il est tragique. C'est un Méditerranéen. Hein, et d'ailleurs, quand il parle de Macron, il dit finalement Macron appartient à cette France des enfants gâtés qui ne savent pas que l'histoire est tragique. Donc, pour lui, c'est le tragique qui prime. Et dans le tragique, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Ça peut très très mal finir, mais il peut y avoir aussi un éclat. Mais surtout, je crois qu'il y a des éléments qui permettent de moduler le constat pessimiste. Et d'une part, qu'il a une manière d'écrire qui est très, comment dire, allègre. Il s'amuse de la vie, on le voit même aussi à la télévision, il a des éclats de rire. Bon, c'est peut-être pour masquer son angoisse quand il est attaqué. Je sais pas trop la raison de ces éclats de rire, mais on dirait un gosse, quoi. Enfin, il y a une sorte de joie de vivre, de plaisir d'être, bon, qui me semble quand même ne pas aller avec un pessimisme absolu. Et puis aussi, c'est un combattant. Alors, il est pas combattant politique, par exemple. Dupont-Aignan avait essayé de le faire venir sur sa liste, il a refusé, parce que pour lui, le combat est culturel, à la manière d'Antonio Gramsci, c'est-à-dire le combat culturel doit précéder, mais être suivi aussi, mais enfin doit précéder le combat politique. Donc je ne crois pas qu'il fera vraiment de la politique. Mais le fait d'être combattant, je me rappelle un dialogue entre lui et Michel Onfray, et puis d'ailleurs j'ai lu le livre que je trouve catastrophique de Michel Onfray, l'énorme livre qui s'appelle Décadence. Michel Onfray estime, alors lui c'est très clair, qu'il y a eu une civilisation chrétienne il trouve 2 millénaires, c'est déjà beaucoup. Après, il y aura une civilisation islamique, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Après, il y aura une civilisation ou une contre-civilisation humaniste. Et puis il dit, voilà, ça c'est Onfray, hein, c'est pas Zemmour. Il dit, le bateau coule, il nous reste à sombrer avec élégance. Bon, ça, alors là, c'est tout le contraire de l'attitude de Zemmour qui dit, moi, il pourrait presque dire, je mourrai vivant, mais je mourrai en combattant, même si ça ne sert à rien. Il lutte quand même. Et vous voyez, quand, c'est Manif pour tous, les veilleurs, chaque fois, il dit, leur combat fut le mien. S'il y a un combat, c'est qu'il y a quand même un espoir. Lui-même dit qu'il est schizophrène, hein, que quelquefois, il pense que tout est fichu, et puis que, finalement, ça va peut-être renaître et il faut des combattants pour ça. Je le crois pas pessimiste, franchement. Je le crois pas optimiste non plus, parce que qui est-ce qui disait c'était Luc Ferry qui disait finalement tout va mieux sauf le sida et Daesh. Bon, alors ça, je trouve que ça, c'est vraiment de l'optimisme à la petite semaine. C'est pas le cas de Zemmour. Je crois qu'il est tragique, si vous voulez. Mais il se battra. Et s'il se bat, c'est qu'il croit quand même qu'il y a une possibilité d'espérance. Sinon, il se battrait. Un battant et un insoumis qu'on retrouve dans cette biographie qui n'est pas une hagiographie. Hein. Éric Zemmour, itinéraire d'un insoumis. Merci Daniel Masson d'être venu évoquer le journaliste, écrivain, historien. Eh bien, merci de m'avoir invité, Martial Bulbe.